Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre « Ces écrans qui absorbent nos enfants » avec son auteur, Catherine Lécuyer. On vous présente un reportage sur l'artiste sculpteur et youtubeur Jonathan Pajot. Et on s'entretient de la Révolution tranquille avec l'historien Martin Paquette. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons discuter de notre rapport aux écrans. Et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence Madame Catherine Lécuyer. Bonjour. Bonjour. Catherine Lécuyer, vous êtes originaire du Québec et vous êtes docteur en sciences de l'éducation et en psychologie. Vous habitez en ce moment même en Espagne, où vous êtes chercheur, conférencière et auteur de nombreux ouvrages, dont celui que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Pour un retour à la réalité, pourquoi les écrans absorbent tant nos enfants, publié aux éditions Québec-Amérique. Alors, dans un premier temps, j'aimerais avec vous, est-ce que vous êtes en mesure de nous faire un bref portrait de la situation? Lorsqu'on considère le rapport aux écrans, particulièrement chez les enfants, on a tendance à penser une surutilisation. Est-ce qu'on a raison de penser cela, Catherine Lécuyer? Si on parle de l'utilisation avant la pandémie, dans les statistiques, ce que j'explique dans mon livre, c'est que on voit que les adolescents d'Amérique du Nord passent en moyenne 7 heures par jour devant un écran. Si on fait un petit calcul, là, on enlève les heures de sommeil, on arrive à la conclusion que les jeunes entre 8 et 18 ans passent d'un bout à l'autre de leur passage de 8 à 18 ans, 4 ans et 3 mois de leur temps d'éveil devant les écrans. Donc, on peut s'imaginer, ça, c'est des informations qui viennent d'avant la pandémie. On peut s'imaginer là, ce qu'il y en est depuis la pandémie. Quels sont les principaux risques qui sont associés à cette quantité vraiment astronomique d'heures passées devant ces écrans? On considère que de 0 à 2 ans, c'est une période critique pour le développement. Et donc, il y a des études qui ont été faites et qui identifient ou qui associent le fait de voir l'écran à cet âge-là avec une diminution du vocabulaire, impulsivité, inattention, etc. Donc ça, d'un côté, c'est l'âge qu'il faut regarder. Il faut, en fonction de l'âge, là, adapter la situation. D'autre côté, il faut regarder le type d'appareil dont il est question. Donc, c'est pas la même chose, par exemple, un appareil de photo numérique où est-ce qu'un enfant est derrière l'écran. Donc, il y a d'ailleurs un chapitre dans mon livre où je fais la différence entre être derrière et devant l'écran, qu'une technologie qui est susceptible de créer la dépendance, comme par exemple une tablette où l'enfant se trouve devant l'écran. Lorsqu'on considère ces nouvelles technologies, une des promesses qu'on nous fait, c'est l'apport que, par exemple, les tablettes peuvent avoir dans le processus d'apprentissage. Mais par contre, dans votre livre, vous parlez de certaines fausses croyances. Il ne faut pas totalement les rejeter, mais il y a certaines fausses croyances qu'on retrouve dans la culture populaire quant à l'apport de ces technologies dans le processus d'apprentissage. Pouvez-vous nous en relater quelques-unes de ces fausses croyances? Oui, je les appelle les technomythes. Un des technomythes, en fait, ce serait l'enfant du numérique. C'est peut-être le plus important. Effectivement, ils ont eu plus de contact avec la technologie que nous. Donc ça, c'est vrai. D'ailleurs, pour qu'un mythe soit accepté, il faut qu'il y ait une partie qui est vraie, là, parce que sinon, il est rejeté au complet. Et la partie qui est fausse, c'est que le fait d'avoir eu beaucoup de contact avec la technologie depuis la naissance fait en sorte qu'on serait supposément plus outillé pour pouvoir apprendre par le biais des nouvelles technologies. Donc ça, c'est la partie du mythe qui n'est pas vraie. Donc pourquoi c'est pas vrai? Ben, c'est pas vrai parce qu'on sait, c'est-à-dire que l'être humain est le même depuis 3000 ans, 400 ans ou maintenant. Il y a des vérités, des réalités anthropologiques ou neurologiques qui changent pas. La multitâche, c'est un mythe. Donc c'est à ça que le mythe de l'enfant du numérique s'attache. Là, c'est l'idée qu'on peut faire deux choses en même temps qui requièrent une pensée profonde et c'est pas le cas. C'est absolument impossible de faire deux choses en même temps. Quand on a des pensées profondes où on fait deux
deux choses à la fois, on pense sur deux choses à la fois, on doit osciller l'attention entre ces tâches-là. Dans votre livre, qui s'intitule « Pour un retour à la réalité », justement, vous manifestez comment, par rapport ou parallèlement à ces différents risques, il y a des apports aux technologies, mais il doit y avoir un apprentissage à utiliser justement ces technologies. Pour vous, Catherine Lécuyer, quelle est la meilleure préparation à donner aux enfants pour qu'ils développent un rapport sain au monde virtuel? En fait, moi, je vais vous dire d'emblée quelle est la conclusion du livre, là, c'est que la meilleure préparation pour le monde online ou le monde virtuel, c'est le monde offline, le monde réel, non, le monde du réel. Donc, ce que j'explique dans le livre, c'est que l'enfant, pour avoir accès et utiliser d'une façon responsable les outils technologiques, il doit avoir une maturité, premièrement neurologique, c'est-à-dire qu'il doit avoir développé au préalable, ses fonctions exécutives, non? Et quelles sont les fonctions exécutives? Bon, l'attention, qui est la capacité de se concentrer sans se laisser séduire par les stimuli tout le temps, organiser ses pensées, avoir une bonne mémoire de travail qui nous permet de retenir l'information quand on oscille d'une activité à l'autre, comme vous disiez avant, et aussi d'avoir développé une série de vertus. Donc, la force de volonté, la tempérance, la prudence, la discrétion, par exemple. C'est évident que si on n'a pas de discrétion et on est sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux deviennent un facteur d'interférence pour le développement de certaines qualités. Et je vous dirais qu'une des choses les plus importantes, là, on a parlé des vertus, on a parlé des fonctions exécutives. Moi, je pense que la chose la plus importante, en plus de tout ça, c'est le fait d'avoir développé un critère de pertinence. C'est-à-dire que quand on est sur les réseaux sociaux et sur Internet, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va, c'est quoi qu'on cherche et c'est quoi qu'on ne cherche pas. Donc, il y a une étude qui a été faite à l'Université Stanford il y a quelques années sur le sujet de la multitâche technologique. Et la conclusion, et je termine avec cette phrase-là, la conclusion du directeur de l'étude, Clifford Nass, c'était que ceux qui sont accros à la multitâche technologique sont des fous, des éperdus de la futilité. Oui, en fait, c'est l'enfant, on a cette idée-là peut-être qui est une attitude béhavioriste, là, qu'on doit inculquer les connaissances. Donc, moi, ce que j'explique dans le premier livre, c'est que l'enfant naît avec un désir inné, on pourrait dire, un désir de connaître la réalité. Donc, ça, c'est un principe que j'ai pas inventé. Là, c'est quelque chose qui vient d'Aristote, de Platon, qui a été repris par Thomas d'Aquin. Donc, l'enfant a un désir de connaître. Et ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de motiver les enfants pour connaître. Donc, j'explique que c'est pas nécessaire de les surstimuler constamment. Et ce que j'explique aussi, c'est que ce qui émerveille à l'être humain, c'est la beauté. Donc, la beauté de la réalité. Donc, dans ce deuxième livre, j'explique que c'est pas nécessaire la surstimulation. Et la surstimulation la plus commune dans notre siècle, c'est évidemment la technologique, là. Donc, c'est le lien avec le premier livre. Le virtuel ne peut se substituer au réel. C'est ce qu'on retient de notre conversation qui a porté sur ce livre dont vous êtes l'auteur, Catherine Lécuyer, pour un retour à la réalité. Pourquoi les écrans absorbent tant nos enfants, publié aux éditions Québec Amérique. Et en terminant, je rappelle que vous êtes originaire du Québec, docteur en sciences de l'éducation et psychologue, et vous habitez en ce moment même en Espagne, où vous êtes chercheur et conférencière et auteur. Alors, Catherine Lécuyer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, mon nom, c'est Jonathan Pajot. Je suis surtout un sculpteur d'icônes. Je fais des sculptures, des icônes pour des individus, pour des églises, un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, disons, mais aussi en Europe, en France, en Espagne, des fois des surprises au Japon, des fois. Alors, c'est ça que je fais. Alors moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, protestante, évangélique au Québec. J'ai grandi vraiment avec un désir d'être un artiste depuis que je suis très jeune. Au début, faire des bandes dessinées, après devenir peintre. Puis quand je suis arrivé à l'université, ça a été pour moi un conflit, disons. Un, c'était le problème de capacité d'être un artiste visuel en utilisant sa foi, disons. C'était vraiment difficile à cause de l'iconoclasme qui était présent dans les églises protestantes. Mais deux, c'était aussi juste être un chrétien puis de faire de l'art contemporain. C'était vraiment difficile parce que l'art contemporain est très ironique, très acide, disons.
Puis moi, je voulais faire quelque chose qui était vrai, qui était sincère, qui était authentique. Finalement, le conflit est devenu trop grand, puis ça s'est manifesté comme une crise spirituelle en même temps qu'une crise artistique qui m'a dérouté pendant un certain temps. J'ai été un peu à la recherche. J'ai découvert les Pères de l'Église. J'ai découvert vraiment une vision cosmique du christianisme qui intégrait la liturgie avec l'architecture, avec l'art. C'était vraiment comme un grand langage de symbolisme qui m'a vraiment touché et qui m'a attiré énormément. Alors, je suis tombé en amour vraiment avec ce langage-là, puis c'est ça qui m'a mené tranquillement vers l'Église orthodoxe, parce que je voyais dans l'Église orthodoxe que toute cette tradition-là millénaire du christianisme avait été préservée, était encore vivante, était encore intégrée. Non seulement qu'on peut représenter le Christ, mais on doit le faire, parce que de refuser de représenter le Christ, c'est comme nier un aspect de l'incarnation. C'est comme vouloir quelque chose qui est pré-incarnation. Et puis, tranquillement, j'ai développé la possibilité de faire des icônes et finalement des sculptures d'icônes. Parce que les icônes, ils font vraiment partie de la vie liturgique, c'est-à-dire ils participent à la vie de prière des gens. C'est pas seulement des décorations ou des opinions personnelles, c'est vraiment, ça fait partie de la vie de prière. Je suis une personne comme tout le monde, alors disons que ça passe par des vagues. C'est-à-dire, il y a des moments dans notre vie où tout d'un coup, on dirait qu'on est transporté par le Saint-Esprit, mais il y a des moments où c'est absolument pas le cas, où je me chicane avec mon épouse, ou je sais pas, j'ai un problème avec les impôts, n'importe quoi. Puis là, tout d'un coup, là, ça devient beaucoup plus ardu, puis plus sec, disons, dans la fabrication des icônes. Minimum, je fais mes prières le matin. Avant d'aller dans l'atelier. Puis là, j'essaye aussi d'être plus attentif surtout quand je fais un saint en particulier, d'être plus attentif à ce saint-là, d'avoir une attention à son histoire, peut-être invoquer le saint. Je préfère faire des commandes que faire des choses juste par ma propre volonté parce que quand tu fais une commande, déjà, tu rends service à quelqu'un. Alors, il y a déjà dans ça une relation qui s'établit avec une personne qui a un besoin, qui veut participer à la vie de l'Église. Si c'est une icône pour une église, souvent il y a un espace en particulier que l'icône dans lequel elle doit aller. Alors la composition doit être adaptée à la grosseur. C'est un carré, c'est un rectangle, c'est plus allongé. Il y a vraiment l'espace qui doit rentrer en compte. Ça va contraindre l'image, mais ça va aussi nous forcer à trouver des solutions. Je peux faire une image en quelques heures, si c'est seulement le visage, genre, sur une petite image. Je peux faire des images, j'ai fait des images qui ont pris des semaines à fabriquer, des grandes images en bois avec 14-15 personnages. Alors, ça dépend totalement de l'ampleur de l'image. J'ai pris un cours de sculpture dans ma vie ici à Saint-Eustache avec un monsieur italien vraiment génial, d'ailleurs, qui faisait beaucoup de statuaires catholiques. Il m'avait dit, il y a deux théories de sculpture. Il y en a une où tu fais les visages en premier, comme ça, si tu te trompes, tu peux le débarrasser puis en recommencer. Il a dit, l'autre théorie, c'est tu fais les visages en dernier, parce que là, toute la pression de l'image va t'obliger à faire un bon visage. Puis moi, j'ai choisi vraiment le deuxième. Je fais presque toujours ça, où je laisse la pression de l'image grandir, puis quand j'arrive au visage, où là, tout d'un coup, l'image va se réveiller, on peut dire. Puis là, tout d'un coup, le sein va me regarder. Bien là, toute mon attention doit être là. Je dois être vraiment présent dans l'image. Puis des fois, ça peut être un petit moment magique, là, où tout d'un coup, tu as travaillé sur cette image-là pendant plusieurs jours, puis là, tout d'un coup, là, tu fais les yeux, puis là, tu te recules, puis là, tout d'un coup, là, le Christ ou le Saint te regarde, puis là, il y a vraiment une connexion qui se fait. Ça peut être un beau moment, disons. Moi, il y a eu un moment dans disons, mon expérience au niveau des sculpteurs d'icônes, c'est vraiment au début. Mon évêque me fait une commande. C'est une commande pour une petite icône pour être dans son pendentif. Parce que les évêques orthodoxes ont deux pendentifs. C'était l'image de la Mère de Dieu avec le Christ. Mais c'est ça, j'ai travaillé pendant plusieurs jours, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je ne connaissais pas ça. J'arrive au bout de mon image, puis moi, je pense vraiment à l'aspect technique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai réussi, je suis vraiment content. Je lui présente l'image, puis lui, il développe l'image, puis quand il voit l'icône, il se prosterne, puis il fait le signe de la croix comme ça. Puis moi, ça m'a complètement
j'étais sur le dos, j'étais totalement bouleversé. Puis là, je me disais, tu sais, Picasso, lui, ses œuvres peuvent se vendre des dizaines de millions de dollars, mais il n'y a personne qui va embrasser un de ses tableaux. Il n'y a personne qui va se prosterner devant une de ses images. Puis la seule chose que je dois faire pour avoir accès à ça, c'est abandonner le crédit de l'image. Parce que mon évêque, c'est sûr qu'il ne se prosternait pas devant mon image, il se prosternait devant la Mère de Dieu. C'est ça qu'il voyait dans l'image que j'avais faite. Puis j'ai réalisé que si j'abandonnais la gloire d'être l'artiste qui est comme un génie et qui fait des choses incroyables, bien, tout d'un coup, j'avais accès à quelque chose que les artistes séculiers n'ont pas du tout accès. Là. Tu sais, moi, mon œuvre, même dans la plus humble de mes œuvres, va participer à la vie de quelqu'un de façon pratique. Pas juste décorer ou lui donner du prestige ou être mis sur le mur. Alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux pas rien d'autre. C'est ça que je veux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma première grande commande au Québec. J'ai fait une crosse pour l'archevêque de Montréal, pour le 375e. Alors, on m'a approché, puis j'étais très content de la faire. Puis la crosse est très traditionnelle dans sa forme, très iconographique, disons, avec des images des saints importants de Montréal. Les gens qui ont la chance de donner des commandes à des artistes de qualité, que ça vaut la peine aussi pour donner des possibilités à ces artistes-là pour trouver leur chemin, puis aussi se prouver. Ça nous amène de plus en plus loin, là. J'ai eu la surprise dans les dernières années de me retrouver, disons, dans un espace public auquel je ne m'attendais pas. C'est assez surprenant parce que l'espace public dans lequel je me suis trouvé est surtout constitué d'athées, on pourrait les appeler des post-athées. C'est des jeunes, surtout dans la vingtaine, disons en 20 et 35 à peu près, qui sont arrivés, ils ont eu assez de jeux vidéo puis de pornographie, là. Ils sont saturés de plaisir, saturés de n'importe quoi. Puis là, tout d'un coup, ils réalisent qu'il doit avoir quelque chose de plus. Sinon, c'est quoi la vie? Ils sont vraiment dans un désespoir de nihilisme. Puis ces jeunes-là, ils ont la capacité d'entendre parler du christianisme, peut-être d'une autre façon. Puis la façon dont j'en parle, c'est vraiment de le faire de la façon par la beauté. C'est-à-dire de montrer aux jeunes que les histoires bibliques, elles sont incroyables. Alors, je me suis retrouvé étrangement, disons, en ce moment, j'ai 115 000 personnes qui me suivent, surtout des Américains, puis qui, honnêtement, il y en a des milliers qui retournent à l'Église. Les gens, ils retournent à l'Église, puis pas n'importe quelle Église, ils vont soit dans les églises orthodoxes ou dans les églises catholiques plus traditionnelles, où il y a un désir pour la liturgie ou pour la beauté. Puis moi, j'ai l'impression que, c'est sûr qu'au Québec, on n'est pas là, mais c'est un truc qui est inévitable. C'est une vague qui, selon moi, est inévitable et qui va venir ici aussi. Il faut être prêt pour ça parce que ça va être des jeunes, là, des jeunes du cégep, des jeunes de l'université, puis aussi une élite intellectuelle, parce que c'est des gens qui réfléchissent. Ils ne peuvent pas seulement vivre là, d'être sur le bateau, puis de boire, puis de s'amuser. Infiniment, à un moment donné, leur esprit les appelle à quelque chose d'autre. Parce que, le monde séculier, il est fini, là. On est arrivé à la fin, là. Tout le monde en parle, là, on en a marre, là. On en a tellement d'opinions puis de blabla sur n'importe quoi. Je veux dire, les gens, à un moment donné, ils vont s'épuiser. On peut manger du gâteau une fois de temps en temps, mais quand tout ton repas au complet, c'est du gâteau à tous les jours, à un moment donné, tu en as marre du gâteau. Puis j'ai l'impression qu'on n'est pas encore rendu là, mais on y approche, on s'approche de cette limite-là, disons. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de la Révolution tranquille et pour nous en parler, nous avons avec nous l'historien Martin Paquette. Bonjour. Bonjour. Martin Paquette, vous êtes historien, professeur au département des sciences historiques de l'Université Laval, titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, le CEFAN, et auteur de nombreux ouvrages, dont celui que j'aimerais discuter avec vous,
Brève histoire de la Révolution tranquille, publiée aux éditions Boréal, où vous êtes le co-auteur de cet ouvrage, coécrit avec un autre historien, Stéphane Savard. Alors, pouvez-vous nous parler, Martin Paquette, d'abord peut-être nous définir les termes, qu'est-ce que la Révolution tranquille? Pour moi, comme historien, et pour Stéphane Savard, nous considérons ça comme étant une période de temps qui est marquée par des phénomènes qui unissent l'ensemble. Et le phénomène qui unit l'ensemble de ces années, de la mort de Maurice Duplessis en 1959, à l'adoption de la loi sur le retour au travail, la fameuse loi 111 en 1983, eh bien, c'est le rapport que les Québécois et les Québécoises ont avec l'État provincial, l'État québécois. C'est-à-dire comment on se représente l'État québécois. Et là, il y a une représentation qui est dominante tout au long de cette période. Elle n'est pas unique, mais elle est dominante. C'est celle que l'État est un moteur de développement. Un moteur de développement économique, un moteur de développement social, un moteur de développement national et culturel. On fait confiance à l'État et cet État nous permettra, tout au long de la Révolution tranquille, de faire plusieurs réalisations. Donc, nous, comme historiens, c'est pour ça qu'on parle aussi de révolution tranquille. Dès l'origine, d'ailleurs, c'est un oxymore. Quand on parle de révolution, on parle d'événements qui sont brusques, qui sont violents. Et lorsqu'on parle justement de la tranquillité, au contraire, c'est beaucoup plus serein comme attitude. Eh bien, dès le début de cette période, les contemporains sentent qu'il se passe quelque chose au Québec. Mais pour qualifier cet événement, qualifier ce phénomène qu'ils observent, bien, cette période, c'est une grande période de prise de parole, dans laquelle les citoyens et citoyennes vont prendre parole. Et ces changements, comme disait M. Fernand Dumont, c'est plus une révolution culturelle, c'est plus une question d'évolution bruyante que d'une véritable révolution au sens premier du terme. D'où le terme révolution tranquille. Donc, il y a un grand changement et vraiment l'État prend de plus en plus de place durant cette période, non seulement au niveau économique, politique et culturel, comme vous l'avez mentionné. Ce processus, au Québec particulièrement, s'insère dans une histoire où l'Église jouait le rôle que l'État va prendre par la suite. Parlez-nous de ce processus de transfert et de substitution de l'Église vers l'État qui s'est produit durant cette période. Bien, il faut bien saisir en premier qu'est-ce qu'on entend par Église au 19e et au 20e siècle. C'est une forme de gouvernement. Et c'est une forme de gouvernement, d'ailleurs, depuis le Moyen Âge, les conflits entre l'Église et l'État sont nombreux à travers le monde. Et lorsqu'on voit justement tout le processus de sécularisation qui est présent à travers le monde au 20e siècle, on voit ces tensions entre l'Église, gouvernement, et État comme forme de gouvernement. Et ce qu'on voit également au Québec à cette période, c'est que nous, l'Église, gouvernement, comme institution, qui s'occupait entre autres des institutions dans le domaine de la santé, qui s'occupait des institutions dans le domaine de l'éducation, de l'assistance publique, eh bien, cette Église-là, elle montre avant la Révolution tranquille des signes de fatigue et de faiblesse. Un de ces signes, c'est entre autres les vocations. Les vocations, dès les années 1940, elles se mettent à décliner de manière importante, d'une part. Ensuite, c'est aussi la situation budgétaire. Donc, la situation budgétaire, il faut bien comprendre que c'est une institution terrestre, l'Église, même si elle a un mandat divin. Mais cette institution terrestre a besoin de ressources pour pouvoir, justement, faire sa propre mission terrestre. Et ces ressources, dans les années 40-50, diminuent sans cesse. Et les responsables de l'Église, la hiérarchie catholique, est très sensible à la fin des années 50 à ces problèmes financiers que connaissent l'Église, d'autant plus que les effectifs diminuent de manière importante. Donc, ce qu'on voit au moment de la Révolution tranquille, c'est pas tant une baisse de la pratique. Et ça, c'est un élément qui est important. C'est pas en septembre 1966 que les églises au Québec se sont vidées dans le milieu de la messe. Non, c'est un processus qui est beaucoup plus lent. D'ailleurs, quand on parle de baisse de la pratique religieuse, c'est un phénomène qui est beaucoup plus présent dans les années 1980. Mais par contre, il y a des difficultés à la fois d'effectifs humains et d'effectifs financiers qui sont là. Et ça se fait en même moment que
l'Église, institution à travers le monde, revoit son rapport au monde. C'est le fameux Concile de Vatican II avec Jean XXIII, où il faut rejoindre des catholiques qui ont pour rendre le message plus accessible, plus contemporain en tant que tel. Donc, tous ces phénomènes conjuguent au moment de la Révolution tranquille. Donc, c'est à la fois des phénomènes internationaux et des problèmes internes à l'Église qui montrent un peu justement ce passage, cette transition vers l'État. La Révolution tranquille est-elle davantage faite de ruptures institutionnelles et culturelles ou y a-t-il également des continuités? Je sais que cette question fait débat chez les historiens. Votre point de vue, Martin Paquette? Écoutez, bon, je suis un historien, donc un élément qui est important en histoire, c'est justement saisir la période de temps, le cadre temporel dans lequel les changements ont lieu. Eh bien, la Révolution tranquille apparaît beaucoup plus comme étant une période de continuité, parce que ces phénomènes qu'on voit au moment de la Révolution tranquille, par exemple, le transfert des compétences de l'Église vers l'État, eh bien, ces phénomènes étaient présents auparavant et ils se poursuivent par la suite en tant que tel. Donc, lorsqu'on élargit la focale de l'observation, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus des continuités et non pas des ruptures brusques. Ce qui est particulièrement nouveau, par contre, au moment de la Révolution tranquille, c'est cette prise de parole de la part des citoyens et des citoyennes. Donc, auparavant, la prise de parole, ce sont les élites qui s'expriment. Et ça, c'est les élites, les notaires, les avocats, les médecins, les prêtres, et ainsi de suite, qui parlent au nom de l'ensemble des citoyens. Et désormais, à partir des années 1960, les citoyens prennent de plus en plus la parole dans de multiples causes. Moi, je suis un historien, donc après que les grandes batailles du passé, après que les grands débats se sont estompés, la poussière redescend. Il est important de comprendre ce qui s'est passé. Et ça, c'est une chose qui me semble importante comme historien, de restituer cette dignité humaine qui est présente dans les gens qui ont vécu à cette époque-là, de voir quelles étaient leurs causes, quels étaient leurs motifs, quelles étaient leurs volontés, leurs actes, et ainsi de suite. Bref, de tenter de les comprendre. Et c'est pour ça que pour moi, la Révolution tranquille, c'est l'occasion de comprendre ces facettes relatives à l'être humain dans le temps. Et pour ceux qui voudraient approfondir ce thème de la Révolution tranquille, j'invite le téléspectateur à lire votre livre coécrit avec votre collègue Stéphane Savard, Brève histoire de la Révolution tranquille, publié aux éditions du Boréal. Martin Paquette, je rappelle que vous êtes historien, professeur titulaire au département des sciences historiques de l'Université Laval et nous étions réunis pour parler de votre plus récent ouvrage. Alors, Martin Paquette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir d'être avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.